Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans votre émission préférée, le HB3 Show, l'émission qui met en avant les musulmans et les musulmanes qui excellent dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, on reçoit notre frère Ali. Présente-toi, mon frère. Walaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Après, j'espère que tu vas bien. Alors, moi, c'est Ali Habibi. Donc, je suis docteur en psychologie, docteur et chercheur en psychologie clinique, en psychopathologie et en psychologie islamique. Et j'ai une petite spécialité en thérapie de couple et thérapie familiale. Mashallah. Alors, dès le début, tu as dit docteur et chercheur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence entre ces deux termes? Parce qu'il y en a qui ne sont pas habitués à... Bien sûr. Alors, pour être docteur, c'est pas médecin, parce que docteur, c'est un doctorat. C'est quand tu passes un doctorat, donc c'est... pour être psychologue, il faut 5 ans d'études, il te faut un master pour avoir le titre de psychologue. Et quand tu continues dans ton doctorat, bah, tu deviens docteur en psychologie. En fait, pendant les 3 ans, tu vas présenter une thèse, donc tu fais déjà de la recherche. Mais certains s'arrêtent après. C'est-à-dire qu'ils ont le titre de docteur et puis ils s'arrêtent et ils continuent juste à être psychologue, par exemple, ou accompagner des gens. Moi, j'ai une activité mixte où je continue mes thérapies avec mes patients, mais je me suis aussi investi dans la recherche. Donc, au-delà du doctorat, j'ai continué à faire de la recherche et je travaille avec certaines universités. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à ce cursus-là? Est-ce que c'était une seconde nature? Tu faisais déjà le psychologue à l'école, t'aidais les gens et tout? Ou est-ce que c'est venu petit à petit après? En fait, quand j'étais tout petit, je voulais être vétérinaire. J'étais attiré par la souffrance animale, en fait. C'était quelque chose qui me touchait énormément. Tu vois, par exemple, un maître qui sort son chien et quand le chien tire ou que le maître tire la corde et que tu vois, le collier, ça étrangle au niveau du cou, ça me rendait dingue quand j'étais petit. Et c'est un truc, voilà, j'étais vraiment très sensible à ça. Puis, bon, scolairement, ça s'est pas super bien passé, donc j'ai vite compris que j'allais pas être vétérinaire. Puis, 9, 10, 11 ans, j'ai commencé à m'investir dans les sciences religieuses, donc je me suis formé religieusement. Et en étant dans les sciences religieuses, en fait, les gens venaient me voir pour me poser des questions qui étaient plutôt liées à la religion. Et j'ai commencé à partir de là un peu à accompagner des gens. À la fin de l'adolescence, les gens venaient me voir pour me parler de leurs problèmes à l'école ou en dehors de l'école. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Puis j'ai été libraire dans des librairies musulmanes où je faisais que du social. J'étais un très mauvais vendeur, donc les gens venaient me voir pour me parler de leurs problèmes et je les accompagnais. J'ai fait ça pendant 7-8 ans où je faisais du bénévolat. J'étais médiateur bénévole. Et c'est là où j'ai décidé de me former réellement. C'est-à-dire que avoir une bonne intention, avoir un peu de connaissance ou un peu de sagesse, ça suffit pas pour accompagner des gens en difficulté. Donc j'ai décidé de me former. Et là, bah, mon parcours de formation a commencé. J'ai étudié pendant presque plus de 10 ans pour en arriver là aujourd'hui. D'accord, mais tu as dit une chose importante, c'est que tu n'étais pas fait pour les études. Alors comment t'es retourné au monde des études? Ça n'a pas été compliqué un petit peu? Non, alors c'est vrai que j'étais très distrait à l'école. J'avais du mal à faire ce qu'on me demandait, du mal à me concentrer, etc. Aujourd'hui, peut-être qu'on me ferait un autre diagnostic. Hein. On me diagnostiquerait peut-être TDAH ou autiste, peut-être, vu les comportements que j'avais. Mais oui, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. J'ai redoublé une fois au collège. J'ai raté 2 fois mon bac. J'ai fait 5 années de première année à la fac dans différentes matières où je me cherchais. J'ai été interdit de fac pendant 3 ans parce que j'ai fait trop de première année. Donc tu vois que le parcours il a été très très long. Mais une fois que j'ai trouvé ce que je voulais, donc la psycho, là ça n'a pas été du tout compliqué. Je me suis investi et j'avais beaucoup de facilité. J'aimais ça, j'étais passionné, donc je travaillais énormément, mais avec amour. C'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi le fait d'aimer faire ce qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on me demandait de faire quelque chose, ça passait pas trop. Mais quand j'ai choisi de suivre ce cursus, là, je me suis investi totalement. Et même si les études n'étaient pas toujours simples, alhamdulillah, j'ai toujours pris du plaisir. En fait, au fond, j'ai toujours aimé l'école. C'est pas parce que je travaillais mal ou que j'avais des mauvaises notes que j'aimais pas l'école. J'aimais aller à l'école. Surtout parce qu'on rigolait bien avec les copains mais il y avait aussi ce truc de j'aime bien apprendre, mais j'aime pas faire ce qu'on me demande. Et puis après, à l'université, je pense que j'ai gagné en maturité au bout d'un moment. Et quand j'ai décidé de m'investir là-dedans, ça a été plus simple au départ. Donc, pour tous les jeunes qui nous écoutent, trouvez votre domaine de prédilection. Ouais, il faut pas lâcher, oui. C'est pour ça que j'aime bien parler de ça. C'est-à-dire que les gens ils disent des fois, oui, mais tu parles de tes échecs, de tes redoublements. Oui, mais c'est pas grave, ça fait partie de ma vie, je l'assume et c'est pas une honte, en fait, tu vois, de redoubler. C'est pas une honte d'avoir des mauvaises notes. C'est pas une honte de pas comprendre ou de pas réussir à suivre. Il faut juste, voilà, s'accrocher et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait faire ou qu'est-ce qu'on aime faire. Et s'y investir après totalement et essayer d'exceller dans ce que tu vas faire. Tu peux aimer l'électricité ou la plomberie et devenir un excellent plombier électricien. Et c'est pas honteux, c'est un métier qui est noble et tu peux avoir une intelligence dans ton domaine et exceller dans ton domaine quel qu'il soit.
C'est-à-dire qu'il faut pas être impressionné par les titres. Quelqu'un qui te dit, par exemple, docteur ou même chercheur, etc. Je sais que des fois, ça titille un peu les gens. Il faut pas être impressionné par ça. Dans le sens où c'est juste académique. C'est juste un investissement dans un domaine académique. Tu as d'autres personnes qui peuvent s'investir dans du manuel et être très performant et très utile à beaucoup de gens. Bien sûr. Mais il faut pas lâcher, oui. Exactement. Faut pas lâcher, trouver sa zone de génie, comme on dit. Alors, à quel moment, mais vraiment à quel moment, tu t'es dit, c'est fait pour moi? Est-ce qu'il y a eu vraiment avant, après Ali Habibi au niveau de son investissement scolaire? Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic? Au niveau scolaire ou au niveau religieux? Non, je parle au niveau scolaire, c'est-à-dire quand est-ce que tu t'es dit, ça y est, c'est la psychologie, c'est pour moi, ça y est, t'es rentré à la maison, tu t'es dit, ça y est. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Bah, quand j'ai été interdit de fac, D'accord. comme quoi, c'est quand t'enlèves quelque chose que le désir apparaît, quand le manque devient Souvent. présent, que le désir apparaît. En fait, quand j'ai été interdit de fac, c'est à ce moment-là, c'était paradoxal parce que c'est à ce moment-là que j'avais choisi ma voie. Et c'est là où on m'a dit, écoute, t'as fait trop de première année dans trop de matières. Euh, Pendant 3 ans, tu vas plus aller à la fac. Voilà, donc tu fais autre chose, va travailler. Et en fait, comme je voulais faire ça, je me suis inscrit dans une école privée qui était payante, du coup. D'accord. J'ai commencé à me former. Et c'est là où je me suis dit, bah voilà, ça m'a plu, il faut que je continue. Donc c'est à partir de là, en fait. T'as pas changé. Donc c'était D'accord. après le bac, après, tu vois, après 5 années de fac, que j'ai vraiment voulu m'investir, hein. Donc ça a pris du temps. D'accord. Alors, comment tu as réussi à concilier les études, la psychologie et continuer à te former au niveau du din et de la religion? Comment tu as réussi à concilier les deux? Bah, en fait, j'ai commencé par avoir un cursus religieux. C'est-à-dire que à 8-9 ans, j'ai eu un désir de spiritualité. Donc 8-9 ans, j'ai dit à ma mère, voilà, achète-moi un livre sur la religion. Donc elle m'a emmené dans une librairie. Et puis j'ai choisi 2-3 bouquins. Deux bouquins à l'époque que j'avais choisi. Et puis que Tu te j'ai souviens des bouquins? Ouais, je me souviens, Ah. c'était le Riyad Salihin, Mhm. le fameux livre de hadith. C'est un recueil de hadith de l'imam Nawawi Mhm. qui regroupe des hadiths par thème. Et puis Mhm. un autre livre, c'était sur la fin des temps. D'accord. Voilà, j'étais curieux de comprendre. Un peu effrayant quand on a 9 ans, non? Bah, j'étais pas effrayé parce que il y avait un autre truc qui va venir juste après. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que j'avais un oncle. J'ai toujours. C'est un oncle. C'est pas un vrai oncle, mais c'est comme un oncle qui est raqi, qui est un thérapeute traditionnel qui fait des ruqyah. Ok. Et donc j'ai grandi avec l'idée qu'on peut soigner des gens qui souffrent de toute douleur, qui est Le liée mal au occulte un peu, ouais. etc. Donc ça me fascinait, ça m'intéressait, donc je voulais un peu comprendre ce qui se jouait. Donc il y a eu cet éveil, on va dire, spirituel à 8-9 ans, D'accord. désir de bouquiner. J'ai mangé ces livres, j'en ai demandé encore plus et encore plus et encore plus. Puis après, j'ai décidé de me former auprès de certains machéirs chez qui j'allais étudier. Et en parallèle, avec cet oncle et avec une autre personne, j'avais le désir de me former à la ruqya pour devenir raqi, pour aider les gens qui étaient en souffrance. Rappelle-toi, il y avait la sensibilité à la souffrance, c'est quelque chose Exactement. qui était déjà présente au préalable avec les animaux, puis avec les gens qui étaient en souffrance liée au monde occulte. Puis je suis parti loin dans mon délire, hein, parce que je me disais, voilà, les gens, ils souffrent du monde occulte, donc faut les aider. Et cet oncle, pour moi, c'était fascinant ce qu'il faisait comme travail, parce qu'il aidait énormément de gens. Puis quand je suis rentré dans ce domaine-là, bah, je me posais des questions auxquelles j'avais pas forcément de réponse et ça me posait problème. Et puis même l'idée tu sais, des fois, dans le monde occulte, t'as ce truc, t'as cette croyance de, voilà, les djinns qui font du mal aux gens, mais t'as aussi des djinns qui sont victimes, peut-être, et qui sont là malgré eux. Et j'avais cette sensibilité pour eux, en me disant comment les aider eux. Et là, je me suis dit, bon, on va un peu trop loin. On va pas commencer à faire le thérapeute Waouh. de djinns. Là, t'es. Et donc, je me suis après investi dans les sciences religieuses. Et ce qui fait que quand j'ai commencé à me former en psycho, j'avais déjà un bagage religieux et j'ai toujours voulu intégrer la croyance religieuse ou la spiritualité dans l'accompagnement thérapeutique. D'accord. Mais il y a deux écoles dans notre communauté et ça me gêne un peu parce qu'on tire vers les extrêmes. T'as ceux qui te disent non, pas de psychologie, haram alik et tout. Il y en a d'autres qui te disent si, la psychologie, ils vont te sortir tous les livres. Comment t'as fait pour, est-ce que t'as eu ce problème? T'as dû dealer avec ce souci-là dans ton parcours? Pour moi, personnellement, non. Après, j'ai rencontré des gens qui avaient Mais on t'a jamais dit arrête la psychologie, c'est haram, Oui, jamais. on m'a déjà dit, mais après, bon, je suis peu influençable à ce niveau-là. C'est-à-dire, je suis assez têtu. Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je verrai par moi-même, tu vois. Mais j'étais pas inquiet. Pourquoi? Parce que quand on me disait, oui, non, la psychologie, c'est haram, etc. Pourquoi?
Pourquoi ça serait haram? Mais en fait, c'est pas la psychologie qui est haram, parce que la psychologie, c'est le fait d'étudier le comportement humain, l'humain dans son entièreté, dans sa globalité. Dans l'islam, il y a de la psychologie. Dans la spiritualité, c'est une forme de psychologie. On peut pas ne pas utiliser ou faire sans la psychologie parce que ça fait partie de notre réalité. Après, ce qu'il faut décortiquer, c'est ok, mais en fait non, c'est pas la psychologie qui est haram, c'est certaines approches en psycho qui sont contradictoires avec l'islam. Ok, mais dans ce cas-là, est-ce que vous les avez étudiées? C'est-à-dire qu'il y a plein de Ouais, gens qui critiquent, par exemple, des approches en psycho sans les avoir étudiées. Alors oui, effectivement, il y a des approches en psycho qui sont pas islamiques. Il y a des approches en psycho qui sont même anti-islamiques. Il y en a d'autres qui se marient parfaitement avec l'islam, et il y en a d'autres, c'est de l'islam, en fait. Donc, en fait, il faut juste faire la part des choses, étudier, faire la part des choses pour ceux qui ont les capacités d'étudier ça, et avoir aussi le bagage religieux, parce que il est vrai que s'investir totalement dans une science sociale sans bagage religieux, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce exactement. qu'on n'a pas de garde-fou, et puis on n'a pas de cadre tout court pour pouvoir justement étudier convenablement. Je pense qu'il faut avoir un bagage religieux ou le faire en parallèle et être accompagné de gens de sciences religieuses. Et dans ta formation en sciences sociales, que ce soit la socio, la psycho ou autre, eh ben, tu y vas doucement, t'étudies, t'investis, tu t'essayes de décortiquer les trucs, t'essayes de comprendre un peu ce qui est dit, qu'est-ce qui est OK avec la religion, qu'est-ce qui n'est pas OK avec la religion, pourquoi c'est OK, pourquoi c'est pas OK. Tu fais le tri dans ton esprit pour que ça soit clair dans ton enseignement et dans ton apprentissage. Et après, dans ta pratique, eh ben, tu modules selon ce que tu veux faire. D'accord. Ouais, c'est bien que tu aies pu éclaircir ça pour faire comprendre aux gens que qu'il faut avoir un tamis, il faut savoir filtrer et en background avoir cette connaissance-là. Si on n'a pas la connaissance, c'est pas, Mais c'est et surtout, excuse-moi, c'est-à-dire que dire que la psychologie, de manière générale, est haram, c'est méconnaître la psychologie. Et c'est même méconnaître le halal et le haram. Donc, c'est certaines approches en psycho qui peuvent être considérées comme non islamiques. Mais d'accord. ce qu'il faut comprendre, c'est que tu sais, dès le 8e siècle, il y a des musulmans qui sont intéressés, qui ont inventé la psychologie, qui sont intéressés à l'accompagnement, les troubles mentaux, à la psychothérapie. C'est-à-dire que nous, en Occident, on nous fait croire que la psycho, elle a été inventée au fin 19e, 18, 19e siècle, mais c'est pas le cas. Le premier hôpital psychiatrique au monde, c'était à Bagdad, c'était fin du 8e. Tu vois, donc Incroyable. c'est les premiers médecins qui se sont dit, il y a des maladies physiques, biologiques, et puis il y a des maladies qui sont de l'ordre du trouble mental, qui sont pas ni liées à l'occulte, ni liées au corps ou au biologique, mais qui viennent de l'esprit ou du cerveau. Et donc ils se sont Subhanallah. intéressés, ils ont décortiqué, puis ils ont séparé les choses, et ils ont commencé à classifier des troubles mentaux. C'est les premiers à parler de dépression, à parler de troubles anxieux, à parler de phobie. Et ça, c'est 8e, 9e siècle. Hein, tu vois, donc c'est très vieux. C'est juste que dans le patrimoine islamique, on l'a un peu perdu. Et les gens ne sont pas forcément au fait ou au courant de tout ce qui s'est passé et de tout l'apport dans la civilisation musulmane de ce qui a été fait sur la psychologie et la psychiatrie. Je connais une histoire justement à ce propos. C'était, il me semble, j'avais lu Averroès, Mhm. Ibn Rushd, qui a été appelé par une famille parce qu'une fille elle était malade et il croyait que c'était un mal occulte. Il s'est assis. Il est resté enfermé avec elle pendant, ils ont dit 2 3 heures. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et elle est sortie, la fille, elle allait bien. Il lui a juste parlé. Il a dit, vous l'écoutez pas, cette fille? Parlez avec elle. Ouais, ouais, mais mais Il a parlé, elle a trouvé une oreille, quelqu'un de réceptif. Après, bon, bien sûr, il a dû lui donner des clés, il a dû lui donner des. Et elle allait mieux. non, mais ils ont, tu sais, à cette époque, 8e, 9e siècle, comme je te disais, c'est les premiers hôpitaux psychiatriques. On les appelait les bimaristan à l'époque. C'est en farsi, ça veut dire le lieu du malade. D'accord. Puis ça a été changé par Dar al-Shifa, la maison de la Ah, guérison. Darush. Alors au début c'était juste des hôpitaux, on traitait la lèpre par exemple ou des maladies. Puis on a commencé à traiter les troubles mentaux. Mais tout était pris en considération, c'est-à-dire l'architecture de l'hôpital pour eux participait aux soins du malade. Les jardins qui étaient, tu sais, il y avait toujours une fontaine et un jardin au milieu de l'hôpital, participaient au bien-être et aux soins du malade. Ils utilisaient la musicothérapie à l'époque parce ils faisaient ramener des musiciens. Ils demandaient même aux médecins de savoir jouer d'un instrument pour apaiser le malade. On faisait en Wow. sorte que les hôpitaux soient proches, c'est-à-dire que les gens puissent passer à côté, pas tu vois dans des campagnes loin de la ville. Il fallait qu'ils soient dans la ville pour que quand les gens passent à côté, fassent des invocations pour les malades. Tu vois, donc tout était pensé pour que comment faire pour que le malade aille mieux. D'ailleurs même je t'ai dit au début c'était des bimaristan, donc le lieu du malade, et ça a été changé par Dar Shifa, la maison de la guérison. Pourquoi? Parce on s'est dit que le nom même de l'hôpital pouvait influencer sur la guérison. Dire que c'est le lieu du malade, ça renferme sur je suis malade, Subhanallah. tu vois. Alors que la maison de la guérison, c'est bah je vais aller là-bas pour aller mieux. Donc tu vois, il y avait une approche aussi systémique où on demandait aux familles de venir, aux gens d'entourer le malade
pour l'aider dans son soin. Donc, c'est pas tout nouveau. Et tu vois, quand t'entends dire des gens, oui, non, mais la psychologie, ça n'a rien à voir chez nous, etc., c'est méconnaître la religion et l'histoire. Eux, ils pensent que tu es en rupture avec la civilisation et toi, tu perpétues une tradition. Exactement, exactement. Et qui est logique, en fait. Qu'elles viennent des musulmans, qu'elles viennent des Incas, ou qu'elles viennent des Occidentaux ou des Japonais, on s'en fiche un peu. L'idée, c'est juste de comprendre que euh, l'humain, il a besoin d'interaction et il a besoin d'être compris pour pouvoir être traité. Et plus tu le comprends dans son entièreté, dans son intégralité, mieux tu peux l'aider à aller mieux quand il va mal. Exactement. Et l'idée, c'est juste ça, c'est de se concentrer sur les gens qui vont mal sur la priorité. C'est-à-dire que c'est pas la pensée ou les idées qu'on peut avoir qui sont importantes, c'est comment faire pour qu'une personne qui va mal aille mieux. Exactement. Donc, on arrive à la moitié de l'émission. Je vais faire le petit sponsor. C'est la marque Touba Clothing, c'est la marque de la communauté. Cette marque, elle respecte la sunna. Et on me dit tout le temps, à tech, comment ça, une marque qui respecte la sunna? Sur trois points. Numéro 1, il n'y a aucun enfant qui travaille pour faire les vêtements. Donc, on ne culpabilise pas. Déjà, numéro 1. Numéro 2, l'industrie qui gaspille le plus d'eau, c'est l'industrie du textile. Donc, ils travaillent avec une usine qui en gaspille le moins possible. C'est très, très dur de ne pas gaspiller dans le monde du textile. Ils en gaspillent le moins possible. Et numéro 3, vous recevez le colis dans une trousse avec la fermeture éclair que vous pouvez réutiliser. Comme ça, on ne pollue pas. La marque, c'est Touba Clothing. C'est un frère de la communauté. Et j'ai un petit code promo que je vais mettre là. C'est HB3Show. HB3Show, le code promo, pour avoir moins 15% sur tout le catalogue de la marque Touba Clothing. Comment ça s'écrit, Touba? T-O-O-B-A Clothing. Ok, je jetterai un coup d'œil, machallah, ça intéresse. Donc, aime bien le streetwear comme moi et tout, je pense que ça va te plaire. Ouais, ça va plaire, Inch'Allah, à nos frères et à nos sœurs. C'est la récompense, le frère qui a fait ça ou la sœur. Amin, barakallahu fik. Alors, mon frère, à la moitié de l'émission, tout le temps, je pose cette question. Si tu étais un animal, tu serais quel animal? Tu veux que tu aimes les animaux? J'aime les animaux. Soit un chat, soit un tigre. Qu'est-ce que vous avez de la communauté avec les félins? Vous dites tous chat, tigre, lion. Non, pas lion. Pas lion. On m'a dit aigle une fois, mais Ouais. sinon, c'est que les félins. Donc ça, il faut l'utiliser psychologiquement. Ouais, C'est pas normal que la Oumma, qu'est-ce qu'ils ont avec les félins? Peut-être que tu as une réponse. Là, j'ai pas de réponse. Faudrait que j'y réfléchisse et que je m'investisse là-dedans. Tous. Mais alors, c'est vrai que j'aime beaucoup les félins. Alors, je t'ai dit chat parce que c'est le plus proche, on va dire, des hommes. Mais j'aime beaucoup les tigres. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élégance. Tu vois, c'est très majestueux. Exactement. Ce que j'allais dire, c'est la force, la puissance et en même temps l'élégance. Et aussi l'autonomie. Tu vois, un chat, il calcule pas, tu vois. Il fait sa vie. Si toi tu veux des câlins, ben, s'il est ok, il va t'en donner. S'il est pas ok, il t'en donne pas. Mais il y a quelque chose de très élégant et très majestueux chez les félins que j'apprécie. Après, il y a plein d'animaux que j'aime. Hein. J'aime beaucoup les chiens. Les bovins, je les aime bien aussi, tu vois. C'est-à-dire que je trouve ça mignon. Les chevaux, c'est incroyable. Oui. Un cheval aussi, c'est hyper élégant. Donc il y a plein d'animaux qui sont intéressants. Après, tu m'as dit ce que voilà, je suis parti sur ce que je préfère, mais c'est compliqué en réalité à faire un choix parce qu'il y a plein d'animaux auxquels on aimerait ressembler. Mais il faudra faire cette petite étude de savoir pourquoi la communauté aime les félins. Tous tes invités te disent les chats? Pratiquement tous disent les félins. Pratiquement. Non, j'ai eu l'aigle, le cheval, que ce soit le chameau, un peu tout ce qui représente un peu les animaux de la civilisation musulmane. Et personne ne pris le chien. Non. Les trois quarts, c'est chat, tigre et lion. Parce que dans la communauté, mais c'est plus dans la communauté, on va dire arabo-berbère, le chien c'est vil, tu vois, c'est rabaissant, c'est considéré. Alors qu'un chien c'est extraordinaire, tu vois. Oui. C'est un chien, c'est extraordinaire et j'aurais pu dire un chien, mais c'est vrai que si tu dis j'aimerais être un chien, les gens ne vont pas comprendre. Tu vois, tout de suite ils vont dire il est bizarre. Un rat. Bon, le reste, il faudra argumenter pour. La prochaine fois, je vais pas dire quel animal. Si tu es un animal, je serai quel animal. Juste quel animal tu aimes. Ouais, par exemple. Ouais. C'est vrai. Quel animal tu aimes. Comme ça, il peut dire chien tranquillement. Je sais pas, je suis un chien. Exactement. Ouais. Alors, mon frère, il y a la thérapie de couple aussi. Oui. Alors, la thérapie de couple, on en parle beaucoup. Ça fait couler beaucoup d'encre. Ça fait des heures et des kilomètres de live. Qu'est-ce qu'il en est en vérité du monde du couple dans la communauté, toi qui es dedans? C'est vrai que moi j'ai commencé par me former en thérapie de couple. C'était ma première casquette, thérapeute de couple et de famille. En fait, je te disais, j'avais fait pendant 7-8 ans de bénévolat où j'étais médiateur.
et que j'ai décidé à partir de là de me former, je suis parti à me spécialiser sur le domaine qui revenait le plus souvent, où on faisait le plus appel à moi. Et je m'étais rendu compte que les gens qui venaient très souvent à l'époque venir me voir, c'était parce qu'ils avaient des problèmes de couple ou des problèmes au niveau de leur famille. C'était ce qui revenait le plus. Et après, j'ai décidé de me spécialiser dans d'autres trucs, mais à la base, c'était ça. Dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de fantasmes de la part de beaucoup de gens qui imaginent que parce qu'on est musulman, on ne devrait pas avoir de problème. On ne devrait pas être malade. On ne devrait pas avoir de soucis d'interaction, de communication au sein du couple. Tu vois, il y a même des musulmans qui pensent que la dépression, c'est pas pour les musulmans, c'est pas pour les musulmans. Si t'es croyant, tu peux pas être dépressif. Alors que la dépression, c'est juste une maladie. Tu vois, pour revenir un peu sur casser les fausses croyances et les idées reçues, tu peux être un grand croyant et un pieux et être dans un état dépressif sans aucun problème. Parce que dire que la dépression peut pas toucher un musulman, ce serait la même chose que de dire qu'un rhume ne peut pas toucher un musulman. Tu vois, c'est juste une maladie qui peut affecter n'importe quelle personne et que c'est pas lié forcément à la foi. Maintenant, sur les couples, c'est la même chose. Il y a ce fantasme de, je suis musulman, elle est musulmane, donc c'est bon, ça va matcher. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer dans ce qui peut aider un couple à bien fonctionner. Le problème, c'est qu'on ne forme pas, que ce soit dans la communauté ou en dehors de la communauté, pas assez les gens à travailler sur eux-mêmes, tu vois, à cheminer personnellement, à se développer personnellement et spirituellement, et puis à mieux communiquer et mieux être en interaction avec les autres. C'est-à-dire qu'on nous apprend pas ce genre de choses malheureusement, et ce qui est le plus utile dans la vie d'un humain, c'est comment être en interaction avec l'autre, comment bien communiquer, comment se faire comprendre, comment mieux comprendre l'autre, comment faire en sorte qu'une relation se passe bien, de couple ou pas de couple, tu vois. Mais encore plus de couple quand on se marie, on est quand même dans cette idée que c'est pour passer des bons moments. Et nous, on entend beaucoup d'histoires de gens qui font la guerre quand ils se marient. Il y a un problème, c'était pas l'objectif initial. Alors, il y a beaucoup de couples qui vont bien. C'est juste qu'on les voit pas et qu'on les entend pas. Tu vois, donc ça, c'est important de le dire. Oui, oui. Il y a peut-être autant de couples, voire même peut-être plus de couples qui vont bien que de couples qui vont mal. Mais comme on dit, on parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Exactement. Donc, Voilà. on parle que des gens qui sont en difficulté. Et dans la communauté, comme dans les autres communautés, en fait, il y a les mêmes problématiques. Des problématiques de trahison, de tromperie, de violence, d'incompréhension, d'incompatibilité entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot-là. Pourquoi tu n'aimes pas trop ce mot? J'aime pas trop ce mot-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en disant, en fait, on n'est pas compatible. C'est trop facile, ouais. Voilà. Alors que c'est pas juste une histoire de compatibilité. La compatibilité, alors, il y a des cas où c'est très compliqué d'être compatible. C'est-à-dire que même dans l'amitié, il y a des gens, c'est Ah compliqué. oui. Voilà. Mais, donc ça existe, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un manque de compatibilité, sauf que c'est une carte que beaucoup de gens vont utiliser. C'est une excuse, quoi. C'est une excuse pour, voilà, en fait, on n'est pas compatible. On s'est rendu compte qu'on n'était pas compatible, donc on arrête. Alors que non, dans certains cas, oui, il y a un manque de compatibilité, mais qui peut aussi se travailler éventuellement, selon les intérêts qu'on a d'être ensemble. Et dans d'autres cas, le problème, c'est pas la compatibilité. Vous êtes très compatibles en réalité. Et ça, tu le remarques, par exemple, si tu as l'habitude d'entendre des gens qui divorcent ou qui se plaignent de leur relation, ou qui se plaignent de leur partenaire, quand tu leur dis, OK, qu'est-ce qui te plaît pas chez lui ou chez elle, la personne, elle va dire des trucs, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, OK. Mais pourquoi tu t'es marié avec elle ou avec lui? Et souvent, tu vas te rendre compte que c'est pour les mêmes raisons qu'on s'est marié. Donc, on reproche à la personne des choses qui nous ont attirés au début. Donc, dire que c'était un manque de compatibilité après, alors que c'est la chose qui nous a rendu compatibles au début, tu vois, ça peut poser problème. Donc, il y a un problème de formation. C'est pour ça que j'avais mis en place une formation sur le mariage et sur la gestion des relations de couple, pour essayer de répondre à ce besoin, parce que je reçois beaucoup trop de demandes à ce niveau-là que je ne peux malheureusement pas traiter. Mais ça se travaille, et ça peut se travailler. Il y a plein de couples qui sont magnifiques. Il y a plein de couples qui sont en difficulté, qui arrivent à s'en sortir et qui arrivent à aller mieux. Il faut juste, je pense, donner des outils aux gens pour leur permettre d'être mieux dans leur peau, et puis dans leurs interactions, dans leurs relations, et arrêter avec certaines fausses croyances, tu vois, du style, en fait, moi, dans ma vie, je suis pas heureux, et quand je me marierai, je serai heureux. Et donc là, tu mets un poids énorme dans les épaules de ta future femme ou de ton futur mari pour les femmes, que la personne ne peut pas assumer. Penser que le mariage va vous rendre heureux, c'est faux. Il va pas vous rendre heureux, le mariage. C'est soit vous êtes heureux de base et vous choisissez une personne qui va vous accompagner dans votre bonheur, soit vous allez peut-être devenir heureux après, mais ça sera pas forcément grâce au mariage. Tu vois, donc mettre le poids derrière le mariage, c'est compliqué. D'accord. Alors là, je vais caricaturiser, vraiment. Vas-y. Parce que c'est une question qu'on me pose, qui revient beaucoup dans les réseaux. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est vrai que l'homme
il cherche le corps, la sexualité, tout ça. Et la femme est super vénale, elle cherche l'argent. Et c'est là où le clash intervient. Surtout cette nouvelle génération, biberonnée aux vidéos, Ouais, les ouais. influenceurs, Dubaï, machin. Est-ce que c'est vrai, c'est une réalité ou pas? Ou Donc, c'est donc, juste un fantasme? donc les hommes seraient des animaux pervers et les femmes seraient des vampires qui n'aimeraient que l'argent et chercheraient juste le confort matériel. Non, Les croqueuses de diamants, comme on dit. non, 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 c'est pas vrai. C'est-à-dire dire que les hommes et les femmes sont comme ça, c'est faux. Maintenant, est-ce Je qu'ils parle dans vont... la communauté, hein. Oui, Ils disent que c'est la plus grosse problématique. non, non, non. Les hommes, des fois, un homme, par exemple, il peut avoir une fille mignonne et tout, mais bon, elle ne plaît pas physiquement. Pourtant, elle a des qualités au niveau du din. Ben, il va passer. Et une sœur, elle va trouver un frère. Bon, c'est pas Brad Pitt non plus. Et bon, il gagne que 1 200 euros, mais il est à fond dans le din. C'est un mec sérieux, ben, elle va laisser passer. Donc ça, Non, alors, en fait, le problème, il est où? Le c'est problème, peut-être, il est dans le fait déjà de généraliser. Les voilà. hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Quand les phrases commencent comme ça, part du principe Déjà, ça va pas. que le résultat, il va être faux à la fin. Deuxièmement, communauté ou hors communauté, un humain reste un humain. Hmm. Ce qui fait que, si tu veux, tu as plusieurs types d'hommes et tu as plusieurs types de femmes dans la communauté et en dehors de la communauté. C'est-à-dire que, oui, tu auras des hommes qui, leur faiblesse, ça sera le physique. Et donc, ils seront dans une forme d'insatisfaction perpétuelle. Même s'ils se mariaient avec Miss Univers, ils seraient heureux les premiers temps. Et puis après, ils verront une autre femme qui est différente de leur femme et ils seront attirés. Et en sachant que le corps de la femme change aussi. Oui, ça change, mais c'est-à-dire que le fait d'être attiré par le physique, c'est plutôt naturel. C'est pas malsain. C'est humain et c'est naturel. Mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. T'as des hommes, le physique, il est important pour eux, mais pas plus important que d'autres choses. T'as des hommes pour qui le physique, c'est le plus important. Effectivement. Mais ça sera à eux de faire un travail. Un, de choisir une personne qui leur convient quand même un minimum physiquement. Et de deux, de pas rester bloqué que sur ça et d'évoluer au niveau Bien de sûr. leur esprit sur quel intérêt ils peuvent trouver dans la relation. C'est-à-dire que une femme qui vont trouver peut-être moins belle que d'autres peut être suffisamment belle pour leurs besoins personnels de physique et surtout peut leur donner plein d'autres choses, un apaisement, une tranquillité, une stabilité, bref, un cadre qu'ils n'avaient pas avant d'être avec elle. Et pour les femmes, le truc de elles sont vénales, etc. Non, tu as des femmes qui peuvent être vénales, oui. Comme il y a des hommes qui sont pareils, hein, tu vois. Donc mais est-ce que toutes les femmes sont comme ça? Pas du tout. Et encore heureux. Et puis elles le sont, même celles qui sont comme ça ne le sont pas toutes pour les mêmes raisons. C'est ça aussi qu'il faut entendre. Tu as des femmes qu'on va considérer peut-être comme vénales, alors elles sont juste insécurisées. Elles ont besoin de sécurité. Et que dans notre société, ce qui sécurise le plus dans l'esprit de beaucoup de gens, bah, ça va être l'argent. Et donc, c'est pas l'argent le problème chez ces femmes-là, c'est la sécurité. Tu vois, donc c'est le biais n'est pas le même. Et puis, tu as d'autres femmes, c'est pas du tout un problème pour elles. Donc, généralité, il faut faire attention. Et dans la communauté, non, tous les hommes ne sont pas comme ça, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Maintenant, les hommes et les femmes de la communauté rencontrent des problèmes que les autres humains rencontrent. Maintenant, la religion ou la spiritualité va te donner des outils pour essayer de surmonter les difficultés que tu vas rencontrer par rapport à ce que toi tu rencontres qui n'est pas la même chose que le voisin ou la voisine. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que si ces problématiques sont présentes et en plus, il n'y a pas la religion, c'est là où c'est la catastrophe. Bah, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il peut trouver peut-être d'autres choses qui vont peut-être l'aider, mais la religion c'est quand même assez puissant. C'est-à-dire mais il faut juste la prendre par le bon bout, parce que des fois les gens prennent la religion comme un truc lourd, culpabilisant, qui écrase, alors que la religion c'est pas ça. La religion c'est quelque chose qui te libère, c'est quelque chose qui te donne les outils pour t'épanouir, pour te sécuriser, pour trouver des solutions à tes problématiques, quelle que soit la porte par laquelle tu rentres. Tu regardes les histoires des prophètes, alayhimu salam par exemple, tu peux soit les lire en disant oui, c'était des super personnages, ou alors tu peux les lire en disant ah, moi je m'identifie plus à lui, son histoire elle me parle à moi. C'est vrai. Donc si son histoire elle me parle à moi, je vais essayer de trouver dans ce que lui a fait des pistes de réflexion que moi je vais essayer de reproduire parce qu'on a à peu près la même situation, le même cadre. Un exemple, Exactement. tu vois, dans les rites religieux, le fait qu'il y ait des obligations, c'est pas pour nous embêter, c'est pour cadrer les choses, pour structurer aussi le développement de l'humain et pour le sécuriser au niveau spirituel, parce que on oublie qu'on n'est pas fait que d'un corps physique et avec des éléments biologiques. Bien On a sûr. une âme qui est spirituelle et donc qui a besoin aussi d'être nourrie, puis il y a une bataille à l'intérieur de soi qu'il faut aussi gérer. C'est pas si évident que ça, mais chacun va avoir ses troubles, chacun va avoir ses problèmes, chacun va avoir ses vulnérabilités. L'idée, c'est juste de les identifier pour pouvoir trouver les solutions, les outils qui peuvent me permettre de lutter ou de me libérer de ce qui m'emprisonne et de ce qui me pose problème. D'accord.
Alors là, on a bien compris, ce sont des clichés, donc bien sûr, faut pas généraliser. C'est ce qu'on entend de partout. Mais par contre, j'aimerais, et tu es la personne la mieux placée pour me dire, les divorces exponentiels dans la communauté. Faut dire ce qui est. Oui, Par ça, rapport à il y a 30 ans, 40 ans oui, de ça, nous on l'a c'est connu, on est de la même génération, exponentielle. mm. Si tu as une seule raison à me donner, ce serait laquelle? Alors, il y en a plein des raisons, mais Non mais une, vraiment, parce qu'on peut pas développer, mais ouais. vraiment la plus grosse, vraiment. Alors, ce que je vais dire ne veut pas dire que c'est le plus grave de toutes les raisons, parce que vraiment, il y en a plein des raisons. Mais si je devais en citer une, et même si on n'a pas le temps d'approfondir, mais qui serait intéressant d'approfondir, c'est le modernisme, Le- tu vois. Moi, Le je pensais que tu dire le manque de religion. Non, 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 parce que c'est Le exponentiel. modernisme, c'est-à-dire. Parce que t'as des religieux qui divorcent aussi, hein. C'est pas, tu vois, t'as Mm. t'as des religieux qui divorcent peut-être même plus que des non-religieux. Donc, c'est pas la religion en soi ou c'est peut-être le rapport à la religion, peut-être, mais pas que. C'est-à-dire que le modernisme, on vit une époque où les valeurs et les symboles qui sont véhiculés, transmis et donc qui nous influencent ne permettent pas la stabilité, ne permettent pas le fait de se suffire d'une personne et de respecter un cadre avec des valeurs et des principes rigoureux, ne permettent pas le fait de chercher à réparer quand il y a un problème. On est plus dans le fait de, bah, s'il y a un souci, j'arrête, je change. Tu vois, donc on est dans la surconsommation de tout. Ton téléphone, il fonctionne pas, même si tu l'as acheté 1 500 €, bah, s'il est pas réparable, tu vas en acheter un autre. Ou s'il te saoule, c'est même pas réparable, hein. Il te plaît pas, alors qu'il est toujours fonctionnel, tu vas en acheter un autre. Il y C'est en vrai. a un nouveau qui sort avec une petite option en plus. Ton téléphone qui était génial, qui est une révolution technologique dans le monde, dans l'échelle de l'humanité, tu t'en es lassé au bout de quelques semaines, alors que tu l'as payé peut-être 1000 ou 1500 ou 2000 €, tu vois, ce qui est énorme. C'est une somme extraordinaire, tu vois. C'est vrai, ouais, je suis d'accord. Mais ils vont sortir le nouveau, tu vas l'acheter. Mais ton téléphone, il fonctionnait déjà très bien. Et peut-être même que tu n'en avais même pas besoin à la base. Tu vois, c'est-à-dire que tu aurais pu te suffire d'un téléphone à 200 € qui faisait le taf. Mais donc, tu vois, on est dans une surconsommation. Alors, c'est depuis... Tu m'as fait euh, penser à une phrase de la chanson Full Sentimental je connais pas. d'Alain Souchon quand il dit, et ça m'avait marqué, ça m'a toujours marqué cette phrase, euh, des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Nous Ouais, avons des quantités de choses qui nous donnent envie d'autre chose. totalement. Totalement. Mais ça s'est passé après, en fait, si tu veux, la seconde révolution industrielle. On a commencé à produire plus que ce qu'on avait besoin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'étant donné qu'on avait trop de produits, il fallait les vendre. Et c'est là où le marketing est rentré en jeu pour essayer de convaincre les gens d'acheter des choses dont ils n'avaient pas besoin. Ce qui n'était pas dans la mentalité des gens de l'époque. Tu Donc, vois? excuse-moi de te couper, on a retranscrit cette manière de consommer dans notre couple. Parce que là, Non, tu parles de produits depuis tout à l'heure, de oui, portables, oui. Mais on a moi, ce retranscrit dans le que je couple. veux dire, c'est que ce qui s'est passé au niveau mondial en termes de modernisme, de libéralisme et de surconsommation a un impact dans nos relations de couple et nos relations familiales. Parce qu'en fait, quand tu es programmé au changement, au fait de répondre à ton désir, au Ouais, fait de pouvoir modifier quelque chose sans faire d'effort, ou de surconsommer, d'avoir des choses dont tu n'as pas besoin, forcément dans la relation de couple qui demande, alors il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le couple et c'est pour ça qu'on encourage les gens à se marier parce que c'est fabuleux. Et il y a des hommes et des femmes extraordinaires, tu vois, mhm. qui valent la peine d'être rencontrés et de vivre avec. Mais quand tu as été biberonné à ça et que tu rentres dans un couple, au début c'est magnifique pendant les premiers mois parce que vous êtes choisis, puis après, bah, il y a des trucs qui te saoulent, puis il y a des trucs que tu savais pas, puis il y a des efforts à faire, puis il y a des sacrifices, puis il y a des compromis. Mais compromis, sacrifices, efforts, c'est plus dans notre vocabulaire, on n'en veut plus, parce qu'on n'en fait plus. On est dans un confort énorme où juste on surconsomme et dès qu'il y a un truc qui va pas, eh ben on le modifie ou on le fuit. Ce que Et, tu veux dire, c'est qu'on a déshumanisé les relations, on a trop matérialisé les relations, qu'on a cru qu'on parlait à des objets, quoi. et pour certains, les gens, quand ils sont dans une relation avec l'autre, ils le perçoivent comme un objet. Tu Subhanallah. vois, donc par exemple, le comportement de certains hommes avec certaines femmes, c'est un comportement d'humain à objet. C'est-à-dire qu'ils voient des femmes comme les objets, qu'ils peuvent utiliser quand ils veulent, échanger quand ils veulent. Et c'est pas islamique. Et le pire, c'est que parfois ils vont vouloir utiliser des références religieuses qui vont interpréter à leur sauce pour te Oui, faire comprendre que, ben non, c'est validé. Mais pas du tout. À quelle heure c'est validé? Jamais de la vie. Un humain, c'est sacré. Tu vois, donc la vie de l'humain, elle est sacrée, son honneur, il est sacré, que ce soit un homme ou une femme. Et il faut justement prendre conscience de ça et que ça va pas que dans un sens. C'est pas parce qu'il t'a donné une responsabilité supérieure qu'il te dit de dominer l'autre et d'écraser l'autre. exactement. Tu vois? Au contraire, c'est il te dit assume plus que l'autre. Mais respecte l'autre et assume ce qui est assumé et respecte-la dans son intégrité et dans son entièreté. Et ça, c'est des messages qu'il faut véhiculer et accompagner les jeunes justement
Inch'Allah. De changer et de résister. Alors, c'est un élément, le modernisme, il y en a plein d'autres. Hein, Bien sûr, ouais, mais c'est pour moi avoir une idée et je trouve elle est criante, cette idée. Elle démontre vraiment que le modernisme, il est partout dans le couple et dans toutes les sphères de notre société. On va arriver à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut attendre de la part de Ali Habibi pour l'année 2024? Bon, peut-être que t'as des projets secrets, tu veux pas nous en parler, il n'y a pas de souci. Mais il y a quoi? Il y a un livre, il y a quoi? Plein de choses. Alors, il y a 3 livres qui devraient sortir cette année, en plus des 3 précédents. Donc, il y en a 3 déjà qui sont sortis, un sur le célibat, un sur la gestion des conflits, un sur le couple. Okay. Là, les 3 prochains livres vont concerner la psychologie islamique, donc c'est une approche en psychologie. Il y aura aussi un livre sur mon approche, c'est-à-dire comment j'intègre la religion et la spiritualité dans la psychothérapie, et un autre livre sur les différents types d'amour. Où on va parler justement d'amour et de sentiments et d'émotions. Ça, c'est ça va les changer un peu. Voilà, au moins ces 3 livres qui devront sortir, Inch'Allah, cette année. J'espère plus peut-être, mais en tout cas, si les 3 sortent, c'est super. Mashallah. Les formations, parce que j'ai une académie en ligne où je propose justement des formations, des thérapies digitales pour essayer de répondre un peu aux besoins de tous ceux qui font appel à moi, auxquels je peux pas répondre physiquement. On met tes liens, on va te mettre tes liens partout. Toujours les liens en dessous, si vous voulez que, bien sûr. Voilà, l'académie en ligne, c'est des formations générales, gestion des conflits, le mariage, l'éducation des enfants, le cheminement spirituel, la psychologie. Donc c'est toujours lien entre la psychologie et l'islam. Donc un gros investissement sur l'académie cette année. Et puis, alors, il y a un podcast où j'ai beaucoup de retard dessus, mais Inch'Allah, cette année, dans quelques semaines ou quelques mois, ça devrait sortir. C'est il faudrait, ouais. Un nouveau podcast sur l'islam et la psychologie, où là, je vais discuter un peu plus général. Je vais faire des petits épisodes sur le sujet. Et un autre podcast, ça c'est un autre projet, un peu secret, mais là, je le révèle, il n'y a pas de problème, qui n'a rien à voir avec la religion, mais qui est lié à la psychologie. C'est un podcast où je vais essayer d'expliquer la psychologie en utilisant la pop culture. Donc films, séries, mangas, etc. Waouh. Ça c'est en parallèle de ce que je fais. C'est magnifique. Donc voilà un peu les projets 2024. Inch'Allah, on te souhaite le meilleur. Barakallahu fik, merci énormément. Merci à toi pour c'est vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir donné autant d'éléments. Et j'aime quand les invités n'ont rien à voir. Aujourd'hui, vraiment, on a eu droit à un sujet qu'on n'avait pas abordé. Barakallahu fik. Merci énormément. Et je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Merci à toi pour ton invitation. Qu'Allah te préserve et te donne de continuer, Inch'Allah, d'inviter, de mettre en avant plein de personnes, surtout des personnes qui sont pas forcément visibles et qui font un travail extraordinaire, et il y en a énormément. Et voilà, et tout simplement, pour ceux qui sont croyants, qu'Allah vous aime encore et encore plus, Inch'Allah. Amin. C'est la fin du HP3 Show. On se dit à très bientôt. Salam alaikum. Alaykoum salam.